Bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI1 au sommaire de cette édition. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara est officiellement ouvert et fonctionnel depuis hier jeudi. Il a été inauguré par le chef de l'État en personne. Ce centre sportif est le fruit de la coopération ivoiro-coréenne vieille de plusieurs décennies. On en parle en tout début de journal. Dominique Ouattara, elle aussi, a inauguré un centre hier jeudi. C'était à Ferké, à près de 600 km d'Abidjan. Il s'agit du centre d'accueil pour enfants de Ferké, un centre qui a pour vocation de prendre en charge les enfants sauvés de la traite, du travail et de l'exploitation. Nous irons à la découverte de ce centre dans 10 minutes environ. Déjà à la peine, la campagne de vaccination anti-Covid en Afrique souffre d'une pénurie de seringues selon OMS Afrique. Sauf accélération significative, seuls 5 pays du continent atteindront l'objectif fixé au niveau mondial de 40% des populations vaccinées à la fin de l'année. Les Seychelles, le Maroc, Maurice, la Tunisie et le Cap-Vert. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République pour ce tête-à-tête Alassane Ouattara, Pascal Affi N'Guessan. C'est hier jeudi que le chef de l'État a reçu le président du FPI, le Front populaire ivoirien. Leurs échanges ont essentiellement porté sur la réconciliation nationale et la paix. Le témoignage d'Awa Touré. Le palais présidentiel, ce jeudi 28 octobre 2021, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, reçu par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Les sujets d'intérêt national, notamment la réconciliation nationale, la paix, la stabilité politique et sociale, ont été abordés au cours de cette rencontre. Je voudrais donc, au nom de la délégation du Front populaire ivoirien, commencer par dire infiniment merci au président de la République de l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir en audience. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut solder, je dirais, depuis peut-être une dizaine d'années, mais particulièrement depuis les élections de 2020 que vous avez suivies. Un certain nombre de frères et de sœurs ont fait l'objet d'arrestations. Beaucoup d'entre eux ont été libérés, dont moi-même, mais quelques-uns sont encore en prison. Donc nous avons évoqué ce sujet avec le président de la République. Nous avons évoqué le sujet de quelques frères, de quelques camarades fonctionnaires qui ont été radiés. Et comme il y a une jurisprudence qui vient d'être pratiquement édictée à travers l'intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil au Ghana, nous avons souhaité que le président examine avec l'administration le cas de tous ces camarades qui ont été radiés dans le cadre de la crise de 2010. S'ils ne peuvent pas être réintégrés, que des mesures de compensation leur permettent de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Voilà en substance les principaux dossiers que nous avons évoqués avec le chef de l'État, tout en lui affirmant la position du Front populaire ivoirien d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructive, et donc nous sommes pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Nous sommes toujours disponibles et le chef de l'État peut compter sur nous. Dans la perspective de la présidentielle de 2025, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, a souhaité la reprise du dialogue politique en vue de dégager un consensus largement avant cette échéance. Et plus tôt dans la journée avant cette audience, le président de la République est allé inaugurer le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Un centre sportif symbole d'une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée et qui date de 60 ans aujourd'hui. Un centre flambant neuf, multifonctionnel qui se veut le temple du taekwondo ivoirien. Retour sur cette cérémonie d'inauguration avec Jérôme Kofi. Aussi bien qu'une marque, un emblème pour parler du nom du président de la République, Alassane Ouattara, attribué au centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens. Pour avoir ainsi donné son identité à ce centre,
Le chef de l'État n'a ménagé aucun effort à être présent sur le site ce jeudi 28 octobre 2021 en vue de son inauguration. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara est destiné à la promotion des TIC, de la culture et du sport, surtout le taekwondo. Toute chose qui, à l'instar du vice-président de l'Agence de coopération internationale coréenne, KOICA, réjouit le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, lui dont le rêve devient réalité avec l'ouverture officielle de ses chefs-d'œuvre. Monsieur le Président de la République, vous avez un pacte affectif scellé avec le taekwondo ivoirien, votre taekwondo, qui depuis votre avènement à la tête de la République de Côte d'Ivoire a illuminé l'histoire toute récente du taekwondo d'une gloire continentale et universelle, parce que bénéficiant en si peu de temps de votre grande sollicitude. Cela pour nous est un signe fort, aussi fort que la Corée ait décidé d'installer dans votre pays ce grand centre. C'est un signal de ce que la Côte d'Ivoire devient, ce qu'elle fut, le berceau taekwondo africain. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara a pu se concrétiser sur la période allant de février 2018 à octobre 2021. Il est le fruit de la coopération combien exemplaire entre la République de Corée et la Côte d'Ivoire. Ce nouvel établissement pourra répondre aux besoins dont les services ont lancé après inauguration. Considérant que ce centre émane de la volonté de la Côte d'Ivoire, nous pouvons exploiter tous les programmes de ce centre de promotion professionnelle pour les jeunes ivoiriennes talentueuses et passionnées qui pourraient élargir leurs rayons d'activité dans divers domaines à l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous récoltons aujourd'hui, ce jour, les fruits de votre mémorable visite d'État effectuée en République de Corée le 6 octobre 2014, qui s'est couronnée par le don à la Côte d'Ivoire de cette majestueuse infrastructure multidimensionnelle, multifonctionnelle, d'une valeur de 6,5 milliards. La République de Corée, par le truchement de l'agence coréenne KOICA, a apporté un financement à hauteur de 5,2 milliards et la contrepartie ivoirienne sur ce projet est de 1,3 milliard. Ce faisant, la Corée et la Côte d'Ivoire consolident, magnifient l'excellence de leur coopération bilatérale, mais surtout tracent dans la pierre les sillons indélébiles du rapprochement sportif, culturel et technologique de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du fait que l'ouvrage qui porte son nom ait vu le jour sur la base de l'excellence des relations entre Séoul et Yamoussoukro. Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons aujourd'hui l'excellence des relations initiées il y a 60 ans entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Corée par le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, je vous prie de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur Moon Jae-in, président de la République de Corée, toute la reconnaissance et la gratitude du peuple ivoirien pour le don de ce bel ouvrage qui sera utile à l'éducation et à l'encadrement de notre jeunesse. Autre fait marquant la cérémonie, la remise symbolique des clés du centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, des présentations, entre autres sous forme de tableaux symbolisant les relations solides entre les deux pays,
sans compter des démonstrations de taekwondo et des pas de danse, le tout dans une ambiance festive, faisant de cet événement un véritable moment de gaieté. Hier, on peut le dire, c'était une journée d'inauguration. La première dame, elle s'est rendue à Ferké, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, où elle a ouvert officiellement le 3e centre d'accueil pour enfants. Un centre d'une capacité de 80 lits qui prendra en charge les enfants sauvés de la traite et de l'exploitation. Direction Ferké-Sédougou avec Viviane Haïm. Ferké-Sédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, gagne depuis quelques années en développement et en visibilité. De fait, le nouveau centre d'accueil des enfants en détresse réalisé par l'ONG Children of Africa vient ajouter au rayonnement de cette ville. Son inauguration ce jeudi 28 octobre 2021 par la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, qui a effectué le déplacement, a suscité une forte mobilisation des populations heureuses et reconnaissantes qui lui ont réservé un accueil chaleureux et populaire. Il faut reconnaître que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est l'hôte de cœur de Ferké-Sédougou. Madame la Première Dame, les populations de la région du Tchologo sont heureuses de vous accueillir ce matin à Ferké-Sédougou, ville cosmopolite. Au-delà de l'inauguration du centre, je voudrais, Madame la Première Dame, vous dire que c'est un agréable devoir pour nous de vous accueillir ici parce que vous êtes en terre de votre époux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les populations sont venues nombreuses des 3 départements que forme la région. Je veux parler du département de Ferké-Sédougou, le département de Kong, le département de Wangolo-Dougou, pour manifester leur grande joie de votre visite dans leur région. Que dis-je, dans votre région? La cérémonie avait aussi drainé de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, notamment l'Association des épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les partenaires du système des Nations Unies, les élus et cadres de la région. Si Ferké-Sédougou a été choisi pour abriter ce centre d'accueil pour enfants en détresse, c'est en grande partie en raison de la triste réputation de la région relativement à l'exploitation et au travail des enfants. La ville de Ferké-Sédougou constitue la principale zone de transit et la porte d'entrée de la traite transfrontalière des enfants. Madame la Première Dame, vous avez reçu le pari d'offrir aux futurs pensionnaires de ce centre un beau cadre d'accueil. Grâce à cette infrastructure qui vient de voir le jour, les enfants arrachés aux mains des trafiquants d'enfants et des exploiteurs dans les plantations pourront bénéficier d'un abri et être scolarisés et recevoir une formation professionnelle. Au nom du gouvernement, la ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant a salué les efforts de la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui est aussi la présidente du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, qui a permis de faire reculer la menace d'embargo international sur le cacao ivoirien. Depuis 2011, l'engagement de la Côte d'Ivoire pour éradiquer le fléau que constitue la traite et le travail des enfants connaît un dynamisme et un élan sans égal. Ces progrès reconnus au niveau international et en particulier par le gouvernement américain qui, depuis 2016, mentionne dans les rapports annuels du département du travail sur les pires formes de travail des enfants, que je cite. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès appréciables sur la voie de l'élimination des pires formes de travail des enfants. Tout ceci grâce au plaidoyer mené sous votre égide, Madame la Première Dame, en Europe et aux États-Unis d'Amérique, auprès de hautes personnalités et institutions. Dans ce combat du gouvernement contre l'exploitation des enfants dans la cacaoculture ivoirienne, l'UNICEF et les organes des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement ivoirien. Ce centre d'accueil de Ferké-Sédougou est géré par le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, avec le soutien financier du Conseil Coton Anacarde. Et c'est avec beaucoup de joie et d'émotion
que la présidente fondatrice de Children of Africa a procédé à l'ouverture de ce centre d'accueil. Le centre d'accueil de Ferké assurera à ses pensionnaires un encadrement moral et psychologique adéquat avec des encadreurs spécialisés, des soins de santé, une mise à niveau scolaire ou une formation à un métier avant de retourner dans leur famille. Je voudrais préciser que la gestion de ce centre fait l'objet d'une convention tripartite. La Fondation Children of Africa a construit le centre et le met à disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui en est responsable et assurera la gestion. Le Conseil du coton anacarde apportera un appui financier au ministère pour le fonctionnement du centre, à l'image du Conseil Café-Cacao pour le centre de Soubré. Le centre d'accueil de Ferké a coûté la somme de 1,2 milliard francs CFA. Je formule le vœu que le fléau de la traite et l'exploitation des enfants soit éradiqué à tout jamais pour le bonheur de nos enfants et pour un développement harmonieux de notre société. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence, je déclare ouvert le centre d'accueil de Ferké-Sédougou, destiné à la prise en charge des enfants victimes de traite d'exploitation et de pires formes de travail des enfants. L'ouverture du centre a été suivie d'une visite guidée de ces différentes installations. Children of Africa vient ainsi de donner 3 centres de réinsertion sociale pour mineurs à la Côte d'Ivoire. Ce sont le centre d'accueil de Soubré, le centre d'accueil de Boaké et le centre d'accueil de Ferké-Sédougou. Ça, c'était la cérémonie officielle. On va à présent demander à Viviane Aïma de nous présenter ce centre avec tout ce qu'il offre comme commodité. C'est parti pour la visite guidée. Un pur joyau d'amour et de solidarité. C'est ainsi que l'on peut qualifier ce centre d'accueil pour enfants en détresse réalisé par Children of Africa à Ferké-Sédougou. Ce centre est construit sur un terrain d'une superficie de 2 hectares. Sa capacité d'accueil est de 80 lits, dont 40 lits destinés aux filles et 40 lits destinés aux garçons. L'âge maximum pour être pensionnaire dans ce centre est 17 ans. Le centre comprend un bâtiment administratif, 3 salles de classe, un apatam pour former les enfants au métier de tisserand, une parcelle de terre pour les former aux activités agro-pastorales, une salle de formation au métier de la couture, de la coiffure, de la menuiserie, un bâtiment médico-social, une bibliothèque avec des équipements informatiques et l'accès à Internet, une salle de télévision, un réfectoire de 80 places, des dortoirs, un bâtiment d'habitation pour le personnel, un terrain de sport avec des gradins. Les jeunes pensionnaires pourront ici s'épanouir dans un cadre de vie aéré et surtout recevoir une formation à un métier. Voilà, merci à vous Viviane Aïma, et je rappelle que ce centre de Ferké-Sédougou est le 3e du genre en Côte d'Ivoire, après ceux de Boaké et Soubré. On rentre à Abidjan pour assister à la CGC Academy 2021. Cette 9e édition se déroule sur 2 journées avec pour pays invités le Ghana et Madagascar. Le thème, c'est crise et résilience des entreprises en Afrique. Des entreprises qui ont été fortement mises à l'épreuve ces derniers mois. Noël Niagno était à la cérémonie d'ouverture pour nous. La CGC Academy, après le passage à vide de 2020, crise sanitaire oblige, voici la 9e édition de la plateforme d'échange sur la transformation structurelle des économies. Au cœur des réflexions, les crises et la résilience des entreprises en Afrique. Un menu à propos. Le thème nous permettra de débattre des ajustements ou des orientations à opérer pour adapter nos business models au nouveau paradigme ayant émergé avec la pandémie de la Covid-19, mais aussi d'aborder d'autres crises, comme la crise énergétique qui a touché les industriels en Côte d'Ivoire pendant environ 3 mois, les crises sécuritaires et politiques, environnementales, etc. Ce forum sera également l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques devant permettre aux entreprises non pas seulement de surnager en eau trouble ou de surfer sur la vague, mais surtout de s'adapter et de repartir de plus fort après les crises.
Repartir plus fort après les crises, une réelle opportunité s'offre à ces privés. Le marché africain, baptisé ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, mis en place depuis le 1er janvier 2021. Ce marché unique de 1,2 milliard de consommateurs représente une opportunité pour les entreprises et les économies, car il contribuera de façon significative à capturer des capitaux nationaux, des capitaux étrangers et à promouvoir le partage d'informations pour renforcer leur performance et l'effort d'industrialisation de nos pays. Le secteur privé africain devra développer des synergies d'action pour être plus compétitif et plus concurrent dans ce vaste marché. Voilà la contribution des créateurs de richesse, donc des privés dans toutes leurs composantes. Mais que doit faire l'État? L'État doit donc lui-même changer, devenir un véritable catalyseur dans la croissance du secteur privé, opérer un changement structurel et culturel de l'administration publique et de la gouvernance avec la promotion de nouvelles valeurs de diligence, de responsabilité et de redevabilité. C'est ainsi que le secteur privé réussira. C'est ainsi que les revenus de l'État pourront croître. C'est ainsi que les investissements publics fondamentaux seront réalisés. Ils permettront de répondre aux enjeux d'une croissance démographique extraordinaire, procurant au pays un vivier de main-d'œuvre et de talents unique, mais exigeant de lui un investissement dans des infrastructures sociales, éducatives, économiques majeures. Un impératif de l'ordre de 20% du PIB d'ici 2030. En un mot commençant, les pouvoirs publics et les privés sont disposés à impulser une nouvelle dynamique au développement de l'Afrique. Les témoins de cet engagement, les gestionnaires des secteurs productifs ivoiriens et ceux venus du Ghana, le pays invité d'honneur de la Guinée et de la République malgache, sans oublier les universitaires et les acteurs de la société civile. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er novembre 2021, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. Mais c'est aussi un jour de prudence, un jour comme tous les autres où il faudra faire attention au coronavirus et toujours se protéger pour faire barrage à ce monstre. Hier jeudi, 15 nouvelles personnes ont été contaminées au coronavirus. On ne note heureusement aucun décès pour la même journée. On compte déjà tant de morts depuis le début de la pandémie, 691 morts exactement. Et là, à l'heure où nous parlons, 661 patients se battent pour sortir des griffes du virus. À ce jour, on a recensé 61 267 personnes touchées depuis mars 2020. Vous le savez, nos chances d'échapper à la maladie résident dans le port du masque de protection et le vaccin. Le vaccin. Seul 5,7% de la population africaine a aujourd'hui accompli un schéma vaccinal complet. 5,7% seulement, alors qu'on décompte près de 8,5 millions de cas sur l'ensemble du continent et la maladie a déjà tué plus de 217 000 personnes. La mauvaise nouvelle, c'est que les campagnes de vaccination risquent de subir un arrêt car l'Afrique manque maintenant de seringues. Il lui manque plus d'1 milliard de seringues. Cette question à présent, quelle peut être la contribution des mutuelles sociales dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle? La question était pendant 2 jours au cœur des débats entre elles-mêmes, les mutuelles. Une rencontre d'échange et de réflexion à laquelle ont pris part le représentant pays de l'OMS, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, un certain nombre de partenaires et bien sûr nos reporters Théodore Zouzou, Andrea Kakou et Godefroy Okambawa. La plateforme de Lomé, un creuset mis en place par les mouvements mutualistes européens et africains à Lomé, au Togo, en janvier 2019. Cet outil dont l'objectif est de promouvoir l'intégration des mutuelles dans les efforts d'extension de la protection sociale et surtout l'accès à la santé pour tous est présenté aux mutuelles agréées de Côte d'Ivoire. Objectif,
leur permettre de s'approprier cet instrument de développement pour la réussite de la couverture maladie universelle. Bien, la rencontre de ces 2 journées a pour objet de faire la promotion de la plateforme de Lomé, qui est un outil de développement au niveau de la mutualité sociale. 2 jours durant, ces mutualistes ont passé en revue cette plateforme de Lomé. La contribution des mutuelles sociales dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et plusieurs autres questions freinant l'adhésion à cette assurance ont été abordées. Je voudrais saluer l'organisation de cette activité qui permet encore une fois à la Caisse nationale d'assurance maladie d'échanger directement avec les mutuelles sociales, de revenir sur le rôle que ces mutuelles-là pourraient jouer dans la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. De façon permanente, les techniciens de la MUGFC ainsi que les techniciens de la couverture maladie universelle se parlent pour qu'au fur et à mesure que les difficultés sont adressées, des solutions soient trouvées pour améliorer davantage les prestations. Par acclamation, les mutuelles s'engagent à se positionner comme un levier pour la CMU et un soutien aux actions de l'État. Les résultats de ces travaux consignés dans un document sont remis au ministre Adama Kamaha, parrain de cette rencontre. Prenant la pleine mesure des recommandations de ce document de politique, nous, décideurs, devrons d'ores et déjà nous approprier cet outil, mais surtout le prendre en compte dans la définition des politiques publiques de santé. J'engage l'ensemble des mutuelles sociales à continuer ce noble combat, celui de la quête du bien-être social. Il y a donc nécessité pour tous les acteurs de la protection sociale de conjuguer leurs efforts à l'effet de garantir l'accès à la couverture maladie universelle aux populations en vue d'assurer le bien-être. 1, 2, 3, 4, 132 millions. Pouvez-vous imaginer combien de temps il faudrait pour compter jusqu'à 132 millions? Chacun de ces nombres représente une fille qui aujourd'hui ne peut pas aller à l'école pour recevoir l'éducation qui constitue un de ses droits fondamentaux. La place de la jeune fille, c'est à l'école. C'est un combat que mène au quotidien la Fondation Moyeklo. Elle vient de remettre des kits scolaires aux jeunes filles du lycée moderne de Yakoli Dabo à Soubré. Question de les encourager. De nombreuses jeunes filles abandonnent chaque année le chemin de l'école, faute de moyens. Pour remédier à cette situation, la Fondation Moyeklo vole au secours des parents en mettant des kits scolaires à la disposition des jeunes filles des écoles primaires, mais aussi du secondaire, du lycée Marcel Zadi Kessi de Yakoli Dabo, dans le département de Soubré. C'est pour nous une manière de lutter contre la déscolarisation de la jeune fille. Voilà. Nous encourageons les parents parce que leur place, c'est à l'école. La jeune fille a les mêmes aptitudes que le jeune garçon. Les parents sont invités à la scolarisation de la jeune fille afin de lui donner la même chance que le garçon. Et les responsables du système éducatif de la localité saluent cette initiative qui contribuera à la lutte contre la déscolarisation de la jeune fille. Nous savons combien de fois le défi est grand dans le cadre de la scolarisation de la jeune fille. Et ces dons vont contribuer sûrement à ce que ces jeunes filles-là produisent de bons résultats et puissent continuer donc leur scolarité. Ça va permettre d'augmenter le taux de fréquentation, de scolarisation de la jeune fille. Objectif noble et louable. En tout, près de 250 kits scolaires sont distribués aux jeunes filles et la Fondation Moyeklo entend faire de la scolarisation de la jeune fille une réalité en Côte d'Ivoire. Un reportage signé Godefroy Okambawa du service Actu Régional de RTI 1. Les soldats Idrissa Savadogo et Nabonswende Ouedraogo, rompus aux techniques commando, étaient membres de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré depuis 1983. Cités par l'un des conducteurs des véhicules utilisés le jour du coup d'État, ils sont accusés d'avoir participé à l'assaut contre le président Thomas Sankara et ses collaborateurs. Même s'ils reconnaissent avoir été sur le site du Conseil de l'Entente le jour du coup d'État, ils rejettent toute participation à l'attaque.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une résolution unanime sur le Soudan. Après plusieurs jours de discussion, la Russie et la Chine ont accepté de signer un texte commun, un texte amendé définissant une position commune. Dans la rue, au moins une personne supplémentaire s'érigeant contre le coup d'État a perdu la vie. Donc, chaque nuit, ils réinstallent des barricades tombées la veille. Les arrestations, elles, se poursuivent dans tout le pays. Nous, c'est le journal qu'on arrête ici. Merci de votre attention. Merci de votre confiance. À lundi, 1er novembre, 13h.